nous trouvons ce matin à Saint-Eustache devant les bureaux du ministre des Infrastructures, Benoît Charette. On vient à sa rencontre dans une entrevue de fond pour parler des enjeux qui s'annoncent pour l'année à venir. Donc, on est en compagnie de Benoît Charette, nouvellement nommé ministre des Infrastructures, anciennement du ministère de l'Environnement. Et En fait, c'est un titre qui était long et qu'on résumait à ministre de l'Environnement, mais il y avait aussi la faune, les parcs, les changements climatiques, la transition énergétique, mais on résumait ça à l'environnement essentiellement, qui englobe tout ça. Vous avez été le ministre qui a eu la plus grande longévité à ce ministère. Comment regardez-vous cette page qui se tourne? C'est un beau ministère, très complexe. Par contre, je le disais de par le titre, un petit peu à la blague, mais c'est un ministère qui touche beaucoup de secteurs, autant l'environnement proprement dit, mais aussi la gestion des déchets, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la faune, donc les parcs, les aires protégées. Donc, c'était très varié. Les journées se suivaient sans se ressembler. Donc, j'ai aimé. J'avais une belle équipe avec moi. Mais la possibilité de relever des nouveaux défis est bienvenue aussi. Donc, bien heureux des nouvelles fonctions. Comme vous savez, on est un média de proximité. Expliquez-nous donc un peu de l'intérieur. Comment ça se vit, un remaniement ministériel de cette ampleur? Tout le monde le savait que ça s'en venait. Les minutes, le minuit moins une, c'est étiré un peu. Comment ça s'est vécu de l'intérieur? C'est un exercice. Honnêtement, pour tout premier ministre, peu importe la formation politique, c'est probablement, et tous l'ont dit à un moment donné ou un autre, lorsqu'il venait le temps de résumer leur passage dans ces fonctions-là, c'est l'exercice probablement le plus complexe et le plus déchirant et le plus frustrant pour un premier ministre ou une première ministre. Il y a énormément de variables à prendre en compte, que ce soit la répartition sur le territoire, que ce soit la répartition entre les hommes et les femmes, que ce soit la répartition au niveau des profils eux-mêmes, que ce soit un noyau dur de gens expérimentés, mais aussi avec la volonté d'en faire monter quelques-uns qui en seront à leurs premières expériences. Donc, c'est déchirant. Et ça l'est d'autant plus lorsque le caucus est aussi important que le nôtre. On est à 83 députés actuellement, 29 ministres, c'est-à-dire 29 personnes au Conseil des ministres, plus ou moins 27-28 personnes ministres. C'est déchirant. Ça veut dire qu'il y a une cinquantaine de personnes, c'est pas davantage, qui avaient toutes les qualifications nécessaires pour espérer atteindre des fonctions ministérielles, mais compte tenu justement de ces différents facteurs-là, ne l'ont pas été. Mais on a une équipe avec un noyau qui est quand même tissé, serré, et ce n'est pas qu'à travers la fonction de ministre qu'on peut faire avancer les choses. Au contraire, les autres collègues ont aussi des mandats particuliers, que ce soit à titre d'adjoint parlementaire, que ce soit à titre de président de commission. Bref, ce n'est pas une fin en soi que d'être ministre, mais oui, c'est déchirant parce que plusieurs aimeraient exercer cette fonction-là. Et c'est un scénario, le premier ministre nous le disait encore hier, il a dû jongler avec une trentaine de scénarios au cours des dernières semaines pour arrêter celui qui a été présenté mercredi dernier. Mais avec une belle dose d'ancienneté, on a plusieurs nouveaux nouvelles. Donc, au final, c'est un groupe là, qui sera en mesure là, de relever les défis assez nombreux de la prochaine année, qui est de surcroît la dernière année d'un mandat. Donc, c'est toujours un défi supplémentaire. Justement, dans ce contexte, s'il y a un an, grosso modo, des élections qui viennent, dans ce jeu de chaise musicale, comment êtes-vous satisfait de la chaise dans laquelle vous êtes? C'est un ministère qui est très différent de celui de l'environnement. L'environnement, c'est un ministère qui est très exposé. C'est un ministère de clientèle qu'on appelle, c'est-à-dire il y a beaucoup de parties prenantes, que ce soit les groupes environnementaux, que ce soit les promoteurs pour développer différents projets. Donc, c'est un ministère et un poste qui est très exposé. Je dirais que c'est tout le contraire avec celui responsable des infrastructures. Puis après 7 ans sur la sellette, c'est une très bonne chose, mais c'est moins exposé pour une raison fort simple. On gère tout le parc d'infrastructures publiques. On est responsable aussi de la construction des écoles, des routes, des hôpitaux,
On a sous notre responsabilité palais de justice, les postes de police de la Sûreté du Québec. Bref, c'est un parc immobilier qui est important, un budget d'investissement de 164 milliards de dollars, donc c'est très, très conséquent comme responsabilité, mais davantage dans l'ombre parce qu'on est là pour répondre aux besoins des ministères initiateurs. Si, par exemple, je devais financer une école, bien, qui aura la responsabilité par la suite de la mettre en service, de l'opérer? Bien, c'est le ministère de l'Éducation. La même chose avec les routes, la même chose avec notre système de santé. Donc, c'est un ministère qui intervient avant que les autres ministères puissent en quelque sorte là, opérer le parc qu'on vient développer ou entretenir. Donc, plus dans l'ombre, davantage à l'écart, mais central là, dans l'action gouvernementale. Très intéressant. On reviendra aux différents projets, là, surtout dans la région. Vous parliez des écoles. Là. On sait que ça bouge, ça démarre, ça arrête. On y reviendra. Mais la CAQ, à sa dernière élection, un peu avant la pandémie, arrivait avec une belle latitude économique. Là. On avait les coffres qui étaient relativement pleins. Là. On sortait de l'austérité libérale. La pandémie est venue changer la donne de façon drastique. On est dans une situation plus... on doit se serrer la ceinture un peu plus en ce moment au Québec. Dans cette perspective-là, d'arriver aux infrastructures, est-ce que vous parliez du portefeuille tantôt qui est quand même assez important. Est-ce que... comment qu'on approche là, cette période qui n'est pas austère? On a une conjoncture économique qui est complètement différente, effectivement, mais il faut distinguer le budget et le parallèle que je peux faire, c'est le budget d'épicerie versus l'hypothèque. En ce sens que le budget qu'on présente année après année, c'est pour payer les factures courantes, je vais dire comme ça. Au niveau des infrastructures, c'est davantage pour payer l'hypothèque. Je le dis aussi entre guillemets, ce qui fait que, nonobstant la difficulté économique dans laquelle on est, ces sommes-là sont planifiées sur une période de 10 ans. Deux choses. Dans certains cas, c'est répondre à un besoin qui est immédiat, de nouvelles infrastructures. Dans d'autres cas, c'est de répondre à un besoin urgent de mise à niveau parce qu'une vétusté, hein? C'est pas le mot le plus simple à dire, où on a un bâtiment qui est passablement dégradé. Donc, c'est un investissement qui est requis, l'hypothèque. Et en même temps, tous ces travaux majeurs-là contribuent à développer l'économie qui est au ralenti actuellement. Donc, il faut vraiment distinguer le budget, les opérations courantes du budget d'immobilisation. En quelque sorte, c'est bon pour l'économie, mais c'est bon pour répondre à des besoins là, qui sont réels. Donc, le PQI, qu'on appelle le plan québécois là, des infrastructures de 164 milliards de dollars, malgré la conjoncture économique plus difficile, n'a pas diminué. Au contraire, il a augmenté. On est à 164 milliards de dollars, c'est un record. Il n'y a jamais eu autant d'investissements de fait que depuis justement l'avènement de la CAQ en 2018, et c'est pour rattraper un certain retard aussi. Oui, il y a des nouvelles constructions, mais malheureusement, les gouvernements précédents avaient très peu investi dans la mise aux normes d'infrastructures existantes, et malgré les sommes colossales là, qui ont été investies depuis 2018, il y a encore un retard là, qui va prendre un certain nombre d'années à rattraper, mais c'est des sommes là, qui sont au rendez-vous, et le PQI il est présenté normalement au même moment que le budget. Donc, le printemps prochain, lorsque le ministre des Finances, mon collègue Éric Girard, va présenter son budget, je serai à côté pour présenter une partie du budget qui est justement là, le plan québécois là, pour les infrastructures. Donc, c'est intimement lié avec la préparation du budget également. Le contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis, on parle de gros travaux d'infrastructure, ça doit avoir un impact aussi sur cette hausse nécessaire du budget d'infrastructure. C'est une façon de faire en sorte que l'économie ne ralentisse pas trop. En même temps, il faut bien juger les possibilités, les disponibilités au niveau de la construction, les grands ouvrages notamment. On est à un stade de quasi-surchauffe. Ce que ça fait, c'est qu'il y a moins de promoteurs qui répondent aux appels d'offres. Ce que ça fait aussi, c'est que les coûts sont toujours plus élevés. Donc, ce n'est pas tout que
d'ajouter du budget, il faut s'assurer de ne pas créer ou contribuer à exacerber encore davantage cette surchauffe-là. Autrement, on paie déjà très cher là, pour la construction de nos bâtiments publics. Donc, c'est une question d'équilibre, mais les sommes sont au rendez-vous. À chaque année, il y a la réalisation de certains ouvrages qui se complètent, ce qui permet d'aller de l'avant avec les étapes subséquentes pour d'autres projets. On en a des projets majeurs là, dans la région qui sont déjà inscrits au PQI, mais qui devraient normalement là, passer aux prochaines étapes assez rapidement. Parce qu'on est à Saint-Eustache ce matin, c'est difficile de ne pas parler de l'hôpital de Saint-Eustache. C'est un chantier majeur là, qui est en préparation et qui avance bien et qui se verra confirmer là, les étapes suivantes là, au cours des prochains mois vraisemblablement. Et pour la région, oui, c'est un investissement majeur. On parle de centaines de millions et on excède le milliard, donc c'est des sommes majeures. Donc bon pour l'économie, mais en même temps, ça répond à un besoin qui est indéniable compte tenu de la hausse de la population là, majeure là, dans le secteur. Justement, on parle de Saint-Eustache, on a Saint-Jérôme aussi qui a son hôpital régional. Aussi. Deux régions qui ont aussi leur cégep. On sait que la population augmente, la population étudiante a augmenté drastiquement aussi. Est-ce qu'il y a des investissements? Saint-Jérôme, clairement. En fait, les deux hôpitaux principaux de la région, Saint-Eustache et Saint-Jérôme, sont en analyse là, pour passer aux étapes subséquentes et on parle de milliards au pluriel. Là. Donc, ce sont des investissements majeurs là, pour ces deux établissements au cours des prochaines années. On a le secteur de Mont-Laurier aussi qui a des besoins indéniables. Au niveau des cégeps, il y a déjà eu des augmentations au niveau des budgets pour leur permettre de répondre à cette demande-là qui est en croissance. Donc, le prochain PQI répondra avec un petit peu plus de détails à ces questions. Mais on a une particularité dans les Laurentides et spécialement dans les Basses-Laurentides, contrairement à plusieurs régions qui perdent au niveau du nombre de leur population, au niveau de la démographie. Nous, c'est tout le contraire. Et la façon la plus simple de l'illustrer, c'est qu'au fil des dernières années, il y a des circonscriptions qui se sont ajoutées et d'autres devraient l'être aussi. Et ça, c'est un calcul mathématique simple et bête. C'est le nombre d'électeurs qui détermine le nombre ou l'ajout ou le redécoupage de la carte électorale. Donc, si on en ajoute dans notre région, ça veut dire que la population a augmenté là, de façon significative. On parlait tantôt des écoles. Comme vous dites, la population augmente. On voit des écoles pousser un peu partout. Il y a quelques mois, on a annoncé un moratoire, si on veut, là, sur les mises en chantier là, des écoles. Bien, un moratoire, non. Je dirais plutôt le contraire. Pendant des années, il n'y a pas d'école qui se construisait au Québec. Si on regarde, puis je ne veux pas tomber dans la politique partisane, là, mais ce sont des faits au niveau des dernières années des libéraux, le court mandat du Parti québécois. Il n'y avait pas d'écoles qui se construisaient, des écoles secondaires. Ça faisait des années qui s'en étaient construites. On est à une centaine depuis 2018. C'est majeur. Donc, le besoin au niveau de nouvelles écoles ou de la réfection d'écoles existantes, il est majeur, mais il y a plusieurs chantiers. On va en inaugurer une nouvelle là, dans les prochains jours sur le côté de Blainville. En fait, la rentrée s'est faite il y a quelques jours tout juste, mais l'école n'a pas été inaugurée. On en a eu ici à Saint-Eustache-de-Montagne, sur le côté de Mirabel, aussi au cours des dernières années. Donc, il y a réellement un ajustement qui se fait, mais il n'y a pas de moratoire sur la construction de nouvelles écoles. Au contraire, là, on est en mesure de répondre aux besoins. Cependant, les mêmes variables continuent de s'appliquer. La problématique de la surchauffe, mais également la disponibilité de la main-d'œuvre pour les construire, ce qui fait qu'il y a des mesures alternatives qui ont été aussi développées au cours des dernières années. Lorsque j'étais jeune et qu'on parlait de préfabriqués, je me souviens, moi je suis de Saint-Antoine-des-Laurentides, aujourd'hui Saint-Jérôme, on a eu des roulottes pendant des années. Et des roulottes, là, avec pas le confort d'une classe régulière. Maintenant, on construit certaines sections d'écoles ou des écoles entières en préfabriqué, mais c'est à en rendre jaloux ceux et celles qui sont dans des classes régulières dans bien des cas, parce qu'au niveau de la fenestration, au niveau de la climatisation, bref, ce sont des installations
le terme peut faire peur, mais qui offre une qualité peut-être dans bien des cas encore plus grande que les classes standards. Donc, il y a les constructions conventionnelles, mais il y a aussi ce mode de construction, ce mode de développement là, qui est considéré de plus en plus lorsque la possibilité se présente. Puis un terme qu'on entend pour les écoles qui se construisent aussi, c'est rendu les écoles nouvelle génération. Est-ce que vous voulez m'en parler? Oui, et là aussi, moi j'étais dans une école sur le côté de Saint-Antoine qui sera normalement détruite là, au cours des prochaines années parce que rendue en fin de vie. Belle école à l'époque, mais qui subit le coût des années. En fait, beaucoup de nos infrastructures datent des années 60 et 70 au Québec, autant au niveau de nos routes, de nos hôpitaux, de nos écoles. Donc, en plus de la population qui grandit, donc de nouvelles écoles, il faut refaire le parc actuel. Et je prends l'exemple de l'école que je fréquentais au primaire, c'était très bien à l'époque, mais versus ce qui est construit aujourd'hui, on parle de deux mondes, que ce soit les classes polyvalentes, que ce soit les infrastructures sportives, que ce soit la fenestration, que ce soit les couloirs eux-mêmes. Nous, on jouait du coude là, pour avancer dans le corridor. Donc, on est dans deux mondes complètement différents, mais on a encore besoin de ces écoles-là pendant un temps, justement, pour planifier soit leur réfection, soit carrément leur démolition et leur reconstruction, et aussi planifier carrément de nouvelles écoles dans de nouveaux secteurs là, qui se sont développés au fil des années. Vous le disiez, on se rencontre à Saint-Eustache dans vos locaux ce matin. Il y a de la construction à chaque coin de rue. On parlait de l'augmentation démographique. Est-ce qu'il y a des investissements prévus au niveau des accès autoroutiers? Le PQI, qu'on appelle le fameux plan là, québécois des infrastructures, les trois gros clients, c'est la santé, c'est l'éducation et ce sont les transports. Donc oui, il y a beaucoup d'argent d'investi dans la région des Laurentides, notamment lors de la dernière présentation des budgets pour les travaux en transport. Ça a été des budgets bonifiés de façon importante. Puis le prochain PQI, le prochain budget seront aussi des occasions de mettre à jour ces investissements. Encore une fois, il y a un besoin qui est réel et ultimement, c'est une façon aussi de s'assurer du roulement de l'économie, mais il suffit de se promener dans le secteur. La 640, elle est passablement mobilisée là, par des travaux. Présentement, ce sera le cas encore pour quelques semaines. Ça, c'est à la hauteur là, que ce soit Sainte-Marthe, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, mais on peut aller aussi à la hauteur de Blainville, le secteur même plus au nord, la 15, pour ceux qui la fréquentent et qui pestent matin et soir dans les bouchons de circulation. On a beaucoup de temps pour apprécier. Voilà, les investissements qui sont en cours. Donc, il y a beaucoup de sommes là, qui sont investies présentement là, dans notre réseau routier également. Excellent. Quand on vient rencontrer un ministre, on met toute l'équipe de rédaction à contribution. Tout le monde nous envoie ses questions. Puis justement, là, à ce niveau-là, on avait notre collègue Benoît Bilodeau, que vous côtoyez depuis déjà plusieurs années, qui demandait l'accès justement à Deux-Montagnes-Sainte-Marthe, si on prévoyait une nouvelle voie. C'est-à-dire une nouvelle... ce qu'il faut savoir, c'est pas le ministère des Infrastructures ou le ministre responsable des Infrastructures qui détermine les sorties d'autoroutes ou autres. Je le disais tout à l'heure, c'est un rôle qui est plus en amont. Donc, le ministère des Transports va faire sa planification. S'il y a des budgets requis à travers le PQI, adresse ses demandes au ministre ou à la ministre responsable et ultimement, c'est intégré là, dans le plan là, pour développement. Donc, je ne pourrais pas vous dire quelle est l'évaluation qui est faite par le ministère des Transports, à savoir est-ce qu'il faut une sortie au plus ou pas de plus, mais clairement, il y avait des travaux là, qui étaient requis et qui ont mobilisé là, beaucoup de travailleurs là, au cours des dernières semaines. Pour passer ici aussi régulièrement, je peux vous confirmer là, que le chantier est en cours depuis plusieurs semaines maintenant.
Au niveau municipal, on vit une période très excitante. C'est aujourd'hui le jour où on peut déposer les candidatures. Est-ce que vous allez suivre ça? J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de promesses faites qui vont vous inclure indirectement. Moi, je suis là depuis un certain nombre d'années. J'ai eu le privilège de travailler avec des élus de différentes formations au niveau municipal là, depuis une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus. Moi, je ne me suis jamais impliqué dans une élection municipale. Moi, je reconnais le choix qui est fait par la population, donc c'est de travailler avec celles et ceux qui sont élus. Mais c'est un palier de gouvernement qui est aussi très important, le milieu municipal. Beaucoup de besoins sont répondus par le municipal, donc c'est des alliés de première heure. Je regarde, j'ai 2 municipalités dans mon comté. Je peux le dire parce qu'il ne se représente pas. Pierre Charron a été un allié là, de longue date. Je salue son implication parce que oui, comme maire pendant plusieurs années, mais il a été aussi conseiller municipal pendant de nombreuses années auparavant. Donc, c'est une implication et d'autres aussi qui ne se représentent pas. C'est une implication qui était à souligner. Excellente collaboration également avec les élus de montagne qui reviennent pour la plupart là, en élection. Donc, ce sont des partenaires là, à tout point de vue et sur de nombreux projets. On peut les aider à réaliser certains de leurs projets, mais à l'inverse, lorsqu'il y a des citoyens qui se présentent au bureau de circonscription et que c'est un dossier qui relève d'une municipalité, on a de bons interlocuteurs là, à qui les référer. On l'a dit tantôt, vous avez eu un record de longévité au ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que... Vous le savez, on couvre Blainville, on a couvert beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez vous participiez activement. On n'a pas nommé Stablex. Oui, Stablex, mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Stablex, tout à l'heure, je disais que c'est un ministère très complexe, le ministère de l'Environnement. Ce que plusieurs ne savent pas, je le disais d'emblée, la gestion des matières résiduelles, ça dépend aussi du ministère de l'Environnement. Et sans refaire toute l'histoire de Stablex, c'est une entreprise qui est présente sur le territoire là, depuis quelques décennies maintenant et qui demeure à ce jour la seule entreprise qui traite la matière dangereuse au Québec. Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas vendeur, mais en même temps, comme ministre de l'Environnement, je ne peux pas faire disparaître d'un coup de baguette magique ces déchets-là qui doivent être gérés. Donc, on a besoin d'un partenaire de confiance. Stablex en est un. Donc, pour le ministère de l'Environnement, Stablex est un incontournable. Il y avait réellement un danger d'un bris de service. Et c'est la raison pour laquelle on a eu à s'impliquer dans le dossier. D'ailleurs, Stablex, c'est la création du Parti québécois il y a un certain nombre d'années. Et je le mentionne parce que tous les gouvernements par la suite ont reproduit ou développé des décrets permettant l'exploitation qui est assurée par Stablex aujourd'hui, que ce soit le Parti québécois, que ce soit le Parti libéral, que ce soit nous depuis maintenant quelques années. Il n'y a pas d'alternative. Et c'est pas vrai qu'on va nationaliser la gestion des déchets au Québec. Donc, si je n'ai pas d'autres joueurs qui développent cette expertise-là, on est obligé d'y aller avec ceux en présence et surtout, on est obligé de s'assurer que les normes environnementales qui sont parmi les plus strictes au monde, au Québec, soient respectées. Et Stablex est un bon élève au fil du temps, donc c'est un interlocuteur de confiance. Et pour moi, oui, pour celles et ceux qui disent le ministre de l'Environnement doit s'occuper uniquement de la faune et de la flore, le ministre de l'Environnement s'occupe aussi de la gestion des déchets. Et des fois, à l'intérieur même d'un ministère, il peut avoir une apparence de conflit de mission. Mais ça fait partie aussi de la responsabilité du ministère de l'Environnement que de s'assurer que les déchets sont bien traités et de façon sécuritaire là, au Québec. Ça a été le dossier le plus médiatisé. Un dossier qui a fait
Passablement jasé, oui. Mais là, je regarde depuis quelques semaines, quelques mois, on en parle beaucoup moins. Et les gens qui habitent Blainville, dans le secteur de Stablex, dans certains cas, ne savaient même pas que Stablex était leur voisin. Donc, c'est une présence qui est là depuis des décennies, mais qui n'est pas... si ça avait été une nuisance perpétuelle et constante, les gens l'auraient su. Mais moi, pour avoir parlé à beaucoup de gens de Blainville, ils ignoraient ce qu'était Stablex et que cette entreprise était présente à Blainville là, depuis quelques décennies maintenant. Au niveau gouvernemental, un mot que vous avez dit qui est important pour moi, c'est confiance. Dans le cadre de nos travaux sur Stablex, on a eu la chance de parler avec la santé publique, leur demander s'il y avait des données probantes sur des impacts de la présence de Stablex. Puis, comme je le disais, c'est un sentiment de confiance qu'il y a dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental. C'est probablement, nous on a des inspecteurs, je dis on a, maintenant je dois parler au passé, mais l'environnement, le ministère de l'Environnement a une équipe chevronnée d'inspecteurs. C'est un des sites qui est le plus, et de façon constante, inspecté, monitoré par le ministère. Et au fil des années, là, j'avais des mauvais élèves en environnement, là, des gens qui systématiquement additionnaient ce qu'on appelle des sanctions administratives pécuniaires ou des avis de non-conformité, mais ce n'est pas le cas de Stablex. Il y a eu quelques manquements au fil des années, rien de conséquent, toujours corrigé et avec une bonne collaboration de l'entreprise. Je ne la défends pas et je ne suis pas son porte-parole. Je dis juste que pour le ministère de l'Environnement, c'est un incontournable. S'il y avait d'autres options, ce serait toujours possible de les envisager, mais il n'y a aucune autre entreprise au Québec qui fait le travail que fait Stablex. Juste à des fins pédagogiques, puis on ne s'éternisera pas sur Stablex, parce que comme vous le dites, ça appartient au passé désormais pour vous. On le sait, il y a deux discours là, qui s'affrontent là, dans l'espace public sur la façon dont c'est fait chez Stablex. Quels sont les garde-fous au sein du gouvernement pour éviter qu'il y ait connivence entre un ministère ou quelconque appareil gouvernemental et une entreprise du type de Stablex? En fait, il faut savoir que dans le cas de Stablex, ce n'est pas le gouvernement qui est client de Stablex. Ce sont, et ça c'est un petit peu ironique dans le débat, là, il y a certaines municipalités qui ont manifesté leur mécontentement, mais parmi les principaux clients de Stablex, c'est le milieu municipal. Donc le milieu municipal envoie beaucoup de ces matières dangereuses-là. Il y a également, naturellement, différentes industries. Donc, ce n'est pas le gouvernement du Québec qui a pour client, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. Le gouvernement du Québec, d'ailleurs, dans ce qui est envoyé à Stablex, est peu ou sinon pas du tout présent. Donc, ce n'est pas une question de relation d'affaires, c'est un besoin qui doit être comblé, qui doit l'être convenablement par une entreprise qui doit respecter les normes. Et dans le cas de la gestion des matières dangereuses au Québec, c'est la seule option disponible. Et on en exporte beaucoup. On en importe un peu, mais on en exporte encore beaucoup. Donc, c'est un marché qui est aussi très, très intégré au niveau nord-américain. Il y a de la matière que l'on ne traite pas au Québec parce qu'on n'a pas de l'expertise et à l'inverse, on en importe un peu compte tenu de la spécialisation qui s'est développée chez Stablex. Mais si on devait dire on n'en exporte plus, si on n'en importe plus, c'est-à-dire ce qui est exporté, les frontières pourraient aussi se fermer, on serait dans une situation drôlement vulnérable. En complémentaire, si vous me permettez. On le sait aussi, il y a eu des échantillonnages qui ont été faits, il y a eu des rapports toxicologiques qui ont été faits, des prélèvements à même le sol, il y a des échantillonnages citoyens qui ont été faits. Ma question se situe peut-être un peu plus là, en termes scientifiques et administratifs. Quel garde-fou s'assure que le ministère de l'Environnement ne pourrait pas fausser les données ou avoir un rapport erroné? En fait, il y a une méthodologie. Si on parle de science, la méthodologie fait foi de tout sur l'importance que l'on doit accorder aux résultats.
La méthodologie du ministère, elle est naturellement stable dans le temps, mise à jour selon les données scientifiques et surtout rigoureuse, et les prises d'analyse se font à des endroits stratégiques. Et c'est concluant. Et d'ailleurs, il y a certains groupes qui ont pris des initiatives et la méthodologie scientifique a été décriée là, par les experts. Donc, il n'y a pas de base scientifique là, digne de ce nom. Et c'est important de donner l'heure juste. C'est un dossier, et comme dans bien d'autres cas, qui peut, à juste titre, inquiéter les citoyens. Donc, lorsqu'on veut en faire un enjeu partisan ou en profiter pour faire de la démagogie, mais ça inquiète des citoyens à juste titre. Et c'est pour ça qu'on a aussi organisé des rencontres d'information avec les citoyens pour s'assurer qu'ils puissent poser les questions qu'ils avaient, qui étaient fort légitimes, et surtout avoir des réponses de première main, que ce soit de la santé publique, que ce soit du ministère de l'Environnement. La Ville a aussi travaillé à l'organisation de ces rencontres-là. Donc, c'est un exercice nécessaire dans les circonstances. Le ministère des Transports, en fait, plusieurs instances gouvernementales étaient à la disposition des citoyens là, pour répondre à leurs questions. Excellent. On s'approche du scrutin dans 1 an. Vous êtes un jeune ministre, mais vous jouissez d'une longue expérience, quand même. Je ne sais pas si on peut encore me qualifier de jeune, mais dans les élus, je suis dans les plus anciens, étonnamment. Là. Oui. Je suis plus jeune que la moyenne, mais je suis plus vieux en termes d'années, effectivement. Vous avez occupé énormément de sièges différents. Vous avez vu des fluctuations de sondage à travers les années. On le sait, en ce moment, la CAQ n'est pas dans sa meilleure posture à ce niveau-là. Comment vous envisagez l'année qui vient? Je dis toujours à mes collègues qui sont parmi nous depuis moins longtemps, une semaine, c'est une éternité. Le nombre d'imprévus qu'on a eu à gérer au cours des 72 dernières heures est élevé. Donc, c'est dire au cours de la prochaine année, il va s'en vivre des tribulations de toutes sortes. Les sondages, c'est une photo. Moi, je peux parler de certaines élections où quelques semaines auparavant, on déclarait gagnant tel parti politique et au final, ce n'est pas ce qui s'est avéré. On prend le pouls de la population. On sait fort bien qu'il y a une insatisfaction qui peut être manifestée là, chez certains. En même temps, on a un travail à faire et je regarde tous mes collègues députés de la coalition. Je les vois matin, midi, soir faire leur travail et on est là pour servir les Québécois et je ne serais même pas en mesure de parier sur le résultat de la prochaine élection malgré que les sondages semblent pointer dans une direction. Il y a déjà eu beaucoup de mouvements dans les dernières semaines. Un parti qu'on disait mort qui a remonté, certains que l'on disait gagnants dans des élections partielles qui ont perdu. Donc, 1 an, bien honnêtement, c'est impossible de prédire quoi que ce soit, mais dans l'intervalle, pour connaître l'ensemble de mes collègues, je peux confirmer qu'ils sont mobilisés à continuer leur travail, puis on continue. Et on termine avec une question à laquelle je n'aurai peut-être pas de réponse, mais dans le même esprit. Est-ce que les électeurs peuvent s'attendre à voir le nom de Benoît Charette sur les... Ça, je l'ai déjà mentionné, même aux journalistes de la tribune parlementaire à la blague, je leur ai dit, je ne peux pas m'engager pour 2030, parce que c'est encore très loin, mais pour 2026, je serai sur les rangs. Donc ça a été confirmé là, depuis un moment. Et il y a des gens qui vont quitter dans l'intervalle, ce qui est normal entre chaque élection, mais convaincu qu'on aura encore une fois une belle équipe là, pour se présenter devant la population dans un petit peu plus d'1 an. Légèrement, on est à 13 mois et un petit peu moins là, du prochain scrutin provincial. Donc on peut conclure que votre feuille de route n'est pas encore toute cochée. Il restera, ça, faut faire preuve aussi de très, très grande humilité. Moi, quand je suis arrivé à l'environnement, il y avait des défis. J'en ai corrigé et j'en ai relevé un certain nombre, mais il en reste encore beaucoup. Donc, le but en politique, c'est de faire avancer la société québécoise. Donc, je pense avoir
contribuer à ma modeste mesure, mais Bernard Drainville, qui a pris le relais, aura aussi de son côté d'autres défis. C'est une roue qui est perpétuelle. On ne pourra jamais dire qu'on a réglé tous les dossiers en environnement, comme on ne pourra jamais dire qu'on a réglé tous les dossiers en infrastructure ou en santé ou autre. Donc, on fait avancer. L'important, c'est de ne pas trop reculer. Et ça, c'est un des avantages de notre démocratie au Québec. On a quand même des mouvements ou des cycles électoraux qui sont en continu. On regarde du côté américain, on regarde ailleurs dans le monde où c'est des cassures à chacune des fois. On recommence, pour ne pas dire on dénigre tout ce qui s'est fait avant, prétendant que tout ce qui a été fait avant nous n'est pas bon, puis tout ce que nous, on va faire est bon. On n'est pas dans cette dynamique-là au Québec. Il y a des cycles électoraux, oui, mais la société québécoise continue à évoluer d'élection en élection, d'année en année. Et ça, on peut s'en réjouir. C'est malheureusement pas le cas partout sur la planète. Donc ça, c'est un des éléments un des nombreux éléments qui peut nous rendre fiers. Monsieur Charette, merci beaucoup pour votre temps. Un réel plaisir. À bientôt, j'espère. Une belle fin de journée, assurément.